Alors, bonjour à tous déjà. Merci à tous d'être venus donc, cet après-midi pour assister donc, à notre conférence en ligne Elexia sur l'audit énergétique. Je suis Loïc Brem, ex-journaliste spécialisé dans la presse IT et je serai votre animateur en ce qui concerne ce webinaire présenté donc, par Elexia. Donc, j'animerai ce webinaire donc, en présence d'invités experts dans leur domaine, mais avant, je vais vous demander de consulter ce petit récapitulatif des consignes à adopter avant de commencer dans, notre webinaire. Donc, premièrement, coupez son VPN si vous en avez un. Renommez votre nom, prénom avec le nom de votre société. Ça pourra nous être très utile si vous souhaitez être recontacté à la suite de ce webinaire et de la session de questions-réponses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra au moment dédié à la discussion. Et enfin, donc le replay de ce webinaire sera disponible peu de temps après sa diffusion. Donc voilà, je laisse quelques instants à tout le monde pour prendre connaissance des petites consignes qu'on a écrites. Très bien. Donc, comme je le disais, nos intervenants experts en leur domaine qui ont bien voulu venir et présenter ce webinaire avec nous, donc on les remercie de leur participation. Je vais les laisser se présenter. Donc, Mathilde, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous, du coup, Mathilde Van Moerkerk, je suis ingénieure efficacité énergétique et auditrice chez Elexia. Parfait, merci beaucoup Mathilde. Yasmine, est-ce que tu pourrais te présenter à ton tour? Bonjour à tous, pour ma part, je m'appelle Yasmine, je suis chargée d'affaires efficacité énergétique chez Elexia et je vous remercie tous pour votre présence. Merci beaucoup Yasmine. Et Taha, je te laisse terminer le tour de présentation. Bonjour, donc Taha Kaldouni, ingénieur efficacité énergétique et auditeur énergétique chez Elexia. Merci beaucoup Taha. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet et de faire apparaître donc le sommaire de ce webinaire, je vais laisser Yasmine présenter Elexia en quelques mots et en quelques chiffres. Alors, Elexia, je vais d'abord vous parler peut-être vision. Elexia, c'est une société qui a été créée il y a maintenant 11 ans. Et en créant Elexia, les directeurs généraux souhaitaient doper l'écologie grâce à l'économie afin de co-construire les modèles énergétiques qui sont gagnants à la fois pour votre entreprise et pour notre planète. Elexia donc, est expert en la transition énergétique. Aujourd'hui, nous sommes forts de 180 collaborateurs. Nous sommes présents dans 7 pays, dont la France, l'Italie, la Belgique, le Portugal, l'Espagne, le Maroc et le Brésil. Et nous avons l'ambition d'ouvrir un pays par an. Ensuite, vous avez devant vous des indicateurs qui sont relatifs aux tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère, donc moins 400 000 tonnes par an, et aux économies d'énergie engendrées chaque année grâce à l'accompagnement d'Elexia, qui est relatif à 82 000 MWh. Pour vous donner un ordre d'idée, ces indicateurs correspondent à l'effacement énergétique d'une ville comme Orléans. C'est simplement énorme. Ensuite, vous avez d'autres chiffres clés qui sont relatifs donc, à nos projets et à notre activité de tiers investissement, parce qu'Elexia a plusieurs activités. Donc, notre première activité est l'efficacité énergétique. Donc, on va accompagner nos clients soit à amorcer, soit à accélérer leur transition énergétique par la réduction de leur consommation à un niveau stratégique et à un niveau opérationnel. Donc, on va utiliser l'expertise de nos auditeurs, de nos chefs de projet pour vous aider à réaliser vos études, vos audits, pour aller chercher des subventions, des contrats de performance énergétique. Ensuite, nous avons une activité de production photovoltaïque. Donc là, à l'échelle locale, on va vous proposer des réponses adaptées, donc en toiture, en ombrière ou au sol, pour autoconsommer ou pour injecter sur le réseau l'énergie que vous produirez afin de générer des revenus supplémentaires sur le long terme. Et nous avons une troisième activité qui est une activité de management de l'énergie. Donc, on a un peu l'exploitation. Et là, l'idée, c'est de vous aider au quotidien à chasser chaque kilowattheure qui se balade en trop au niveau de vos usages, de vos utilités, pour avoir une vision et une maîtrise optimale, efficiente de vos consommations énergétiques. Merci beaucoup Yasmine pour cette présentation très claire d'Elexia. On va passer maintenant au sommaire. Donc, en première partie, nous verrons donc qu'est-ce que finalement, comment on définit un audit énergétique, comment on le met en place. Et la partie 2 sera aller au-delà de l'audit et la mise en œuvre d'un plan d'action. Je vais maintenant laisser la parole à Taha qui va donc nous définir ce qu'est l'audit énergétique. Pardon, Taha, nous t'écoutons. Okay.
coup, un audit énergétique, c'est un état des lieux, en fait, et une analyse complète, on va dire, des performances énergétiques du bâtiment, destiné à connaître ses points de déperdition d'énergie et à proposer des solutions pour améliorer son efficacité énergétique. Donc, c'est un véritable outil dans la décision parce qu'il a pour objectif de permettre aux gestionnaires et maîtres d'ouvrage d'identifier les gisements d'économie d'énergie et de mettre en œuvre rapidement des actions de maîtrise des consommations. Donc, qui soient rentables économiquement, en intégrant bien sûr une dynamique potentielle d'évolution des prix des énergies. Donc, pour le cadre réglementaire, donc, déjà, qu'est-ce que l'obligation de l'audit énergétique réglementaire? Donc, la réalisation d'un audit énergétique réglementaire a été rendue obligatoire pour les grandes entreprises donc par l'article 40 de la loi DDA-DUE. Donc, l'audit énergétique réglementaire devant être renouvelé tous les 4 ans et le premier audit énergétique datant du 5 décembre 2015, les entreprises devront à nouveau se soumettre à cette obligation avant le 5 décembre 2019. Donc, l'audit énergétique consiste, comme j'avais dit auparavant, à réaliser une sorte d'état des lieux de la performance énergétique d'une entreprise. Donc, sur le plus long terme, il vise à planifier les actions à mener afin de réduire les consommations d'énergie et donc les charges de l'entreprise. Donc, il concerne aussi bien les immeubles que les transports, les processus. Il est donc primordial pour les entreprises de définir précisément le périmètre d'application de leur obligation, celui-ci devant porter à 80% de leur facture énergétique. Donc, qui est concerné par cette obligation d'audit réglementaire? Les entreprises concernées par l'audit réglementaire sont les entreprises qui répondent à un des critères suivants, donc, ou ayant un effectif de 250 personnes ou plus, ou un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros, ou un bilan supérieur à 43 millions d'euros. Donc, cependant, une petite nuance, que les entreprises disposant d'une certification ISO 50001, qu'on va pouvoir détailler plus tard, sont exemptées d'audit énergétique. Quand on est certifié ISO 50001, on est exempté d'audit énergétique réglementaire. Et pour la réalisation de l'audit réglementaire, en fait, l'audit énergétique doit être réalisé par un auditeur indépendant, interne ou externe à l'entreprise, disposant par contre d'une qualification OPCIBI. Si je peux me permettre juste de compléter ce que tu dis, Théa, l'audit énergétique, en effet, il y a un aspect réglementaire, mais il y a aussi un aspect volontariste. Pardon. Si vous êtes une entreprise qui n'est pas soumise à la réglementation, vous pouvez aussi faire un audit énergétique et puis c'est vivement conseillé. Ça va vous permettre donc d'en savoir plus sur la performance énergétique de votre bâtiment. Merci beaucoup Yasmine et Théa pour ces précisions sur la réalisation de l'audit énergétique. Avant de donner la parole à Mathilde sur la méthodologie à adapter, je vais juste envoyer un petit sondage. Voilà. Tout simplement pour savoir si vous avez déjà réalisé un audit énergétique. Je vous laisse y répondre tranquillement. En attendant, je donne la parole à Mathilde qui va donc, comme je le disais, nous expliquer quelles sont les étapes de la méthodologie à adopter. Merci Loïc. Du coup, comment ça se passe concrètement un audit énergétique? Donc un audit énergétique, ça va se dérouler en 3 grandes étapes. La première étape, ça va être l'étape qu'on va appeler cadrage du projet, où on va définir les objectifs, les besoins et les attentes du client. Ensuite, on va définir le domaine d'application et le périmètre exact de l'audit. Donc, comme le disait Théa tout à l'heure, pour un audit réglementaire, par exemple, on doit couvrir au minimum 80% du montant de l'ensemble des factures d'énergie du site. Donc, la définition du domaine, ça va consister à définir sur quelle énergie on va travailler. Ensuite, le périmètre exact de l'audit, ça va être le périmètre physique, sur quel bâtiment, mais aussi sur les principaux usages énergétiques du site, on va se concentrer. Dans cette étape, on va aussi échanger avec le client pour collecter les différentes données qui seront nécessaires à la réalisation de l'audit, donc à savoir les factures d'énergie sur les 3 dernières années,
les plans des bâtiments, une liste des équipements et aussi toutes les informations sur le fonctionnement du site en termes d'activité, d'horaire, etc. La deuxième étape, ça va être l'étape d'analyse. Oui. Excuse-moi Mathilde, je suis vraiment désolé de te couper. Juste avant, on va répondre à une question de Taniguy Brousseau qui nous demande sur quel périmètre doivent être réalisés les AER. Est-ce que c'est sur 100% des bâtiments ou non? Yasmine, Mathilde ou Tara, vous pouvez y répondre sans problème. Alors, juste, qu'est-ce qu'on entend par AER? Audit énergétique réglementaire. Ah oui, pardon. J'étais trop dans le... Alors, pour les audits réglementaires, oui, ça va être l'ensemble des bâtiments du site, mais ça peut aussi, on va surtout se concentrer sur la facture énergétique. Donc, on doit couvrir 80% des factures et régulièrement, par exemple, pour des audits sur des bâtiments logistiques, on va aussi prendre en compte les factures de carburant. Donc, il faut qu'on couvre 80%, toute énergie confondue. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça répond à la question. On espère, on verra bien la réponse de Taniguy dans le chat. Je te laisse donc pouvoir continuer sur l'étape 2 de la méthodologie. Alors, l'étape 2, ça va être l'analyse, la phase d'analyse où on va venir sur site pour effectuer une visite du site. Donc, généralement, une visite, ça dure entre 2 et 3 jours en fonction de la taille du site. Ici, on va échanger avec différents interlocuteurs, donc généralement des responsables QHSE, des responsables production, maintenance ou services généraux. On va faire une visite du site pour bien comprendre le fonctionnement, inspecter les installations et aussi effectuer différentes mesures, donc des mesures instantanées. On peut prendre des mesures électriques, de température, des mesures à la caméra thermique, etc. On fait aussi des campagnes de mesures sur plusieurs jours. Donc régulièrement, on fait des campagnes de mesures électriques pour connaître le fonctionnement d'un équipement ou d'un usage sur plusieurs jours et notamment en dehors des heures d'activité du site pour pouvoir détecter une dérive ou un dysfonctionnement. Pendant cette visite, on va pouvoir détecter les sources d'économie possibles en échangeant avec les équipes et en effectuant une inspection des installations. À la fin de ces 2 ou 3 jours, on va pouvoir faire un débrief à chaud avec les différentes parties prenantes de cet audit pour exposer un peu ce qu'on a pu détecter pendant cette visite sur site. On va passer maintenant à l'étape 3, donc l'étape de bilan et de préconisation. Donc, ça va être une étape en back-office, si on peut dire, où on va analyser les données et les mesures qu'on a pu effectuer. Donc, analyse des factures, des points 10 minutes, mais aussi analyse des mesures et de l'inventaire des équipements. Cette analyse, ça va permettre d'obtenir une clé de répartition des consommations par type d'énergie et par usage. Le but, c'est vraiment de se dire, sur mon site, je consomme autant d'énergie, il y a 12% qui part dans l'éclairage, 20% pour le chauffage, etc. Pendant cette analyse, on prend en compte également les facteurs d'ajustement pour créer des indicateurs de performance énergétique. Régulièrement, le principal facteur d'ajustement, ça va être le facteur météorologique pour le chauffage, par exemple. Une fois toute cette clé de répartition obtenue, on va pouvoir se poser la question sur quels usages on va prioriser nos actions. Donc, pour ça, on va classer les usages en fonction de leur significativité, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte leur part liée à la consommation, mais aussi leur potentiel d'amélioration. Ça permet vraiment, c'est une méthode qui est issue de la norme ISO 50001, qui permet vraiment de prioriser les usages sur lesquels on va se concentrer dans les prochaines années. Une fois qu'on a ces usages énergétiques significatifs, on va pouvoir établir des préconisations et des actions. Donc là, on va prendre en compte pour chaque action l'aspect technique, l'aspect financier, mais aussi l'aspect juridique. Donc pour chaque action, on va calculer les économies d'énergie en kilowattheures, en euros, mais aussi en termes de réduction de gaz à effet de serre. On va calculer l'investissement de l'action, le coût récurrent lié à la maintenance, et on va prendre aussi en compte les subventions comme les certificats d'économie d'énergie.
chez Elexia, on aime bien classer les actions en dans différentes catégories. Les premières actions qu'on va préconiser, c'est ce qu'on appelle les quick wins. Donc, c'est des actions avec un faible investissement et un temps de retour inférieur à 1 an. C'est des actions où on va jouer sur la régulation des équipements. Donc, pour chaque usage, on va se poser la question de savoir si l'usage est utile, s'il doit être utilisé ou allumé en permanence, et sinon, est-ce qu'on peut jouer sur sa régulation? On va chiffrer des actions d'économie d'énergie, de récupération d'énergie ou de réduction des pertes, des actions de remplacement de matériel, mais aussi des actions liées au management de l'énergie, avec la mise en place de systèmes de management de l'énergie, l'installation de sous-compteurs ou de GTP. Pour finir toute cette partie bilan et préconisation, on va rédiger un rapport et présenter tous ces résultats à toutes les parties prenantes de l'audit énergétique. J'aimerais juste préciser quelque chose. Ça concerne les quick wins. En fait, donc Mathilde vous l'a dit, ce sont des actions avec un faible investissement et un temps de retour inférieur à 1 an. Je veux juste mettre l'accent sur le fait que nos auditeurs sont vraiment formés à aller chercher ce genre d'action, puisqu'on a l'habitude de travailler avec des entreprises qui ont des impératifs économiques de ROI généralement inférieurs à 2 ou 3 ans. Donc l'idée, c'est surtout qu'après l'audit, ils puissent mettre en œuvre tout de suite des actions d'efficacité énergétique pour que ces actions fassent des petits et qu'ensuite ils puissent capitaliser sur les économies de ces actions pour aller plus loin dans les démarches. Merci beaucoup Mathilde et Yasmine pour ces précisions sur les quick wins. On va maintenant passer donc au plan d'action et aux priorités d'action à mettre en place. Je laisse la parole à Yasmine. À Mathilde, plutôt. Mathilde, pardon, excusez-moi. Toutes mes excuses. Pas de souci. Du coup, grâce à l'audit, on a obtenu des résultats, différentes préconisations. Donc, tous ces résultats, ça va nous permettre de mettre en place un plan d'action. Donc, pour chaque action, on va pouvoir comparer les temps de retour sur investissement, mais aussi d'autres critères comme l'investissement, l'économie annuelle, le gain en énergie, le gain en termes de gaz à effet de serre ou le temps de mise en œuvre. Donc, ces différents critères vont nous permettre de construire avec le client donc, différents scénarios ou bouquets de travaux. On va regrouper plusieurs actions ensemble et on va pouvoir établir avec lui une feuille de route énergétique sur plusieurs années. On va pouvoir se dire, la première année, on va mettre en place telle et telle action. La deuxième année, ces actions-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait après la restitution, en discussion avec le client pour vraiment que l'audit énergétique lui soit utile. On n'a pas envie de faire des audits énergétiques qui restent dans un tiroir parce que c'est réglementaire. Le but, c'est vraiment que l'audit énergétique et le plan d'action soient évolutifs et utilisés et utilisables par le client. Merci beaucoup Mathilde. Après nous avoir énoncé donc le plan d'action à adopter pour l'audit énergétique, je vais maintenant passer cette fois-ci la parole à Yasmine pour nous parler des aides et des subventions qu'il est possible d'obtenir. Alors, juste pour faire une petite transition avec ce que Mathilde elle disait, quand on vous aide à définir donc, un plan d'action, c'est pour définir donc, une stratégie à court, moyen, long terme. Et notre force, je dirais, c'est notre veille aussi, au-delà de tous les aspects techniques, mais la veille qu'on fait sur tout ce qui est aide et subventions, qui vont justement vous aider à aller chercher les éléments financiers incitateurs pour aller plus loin. Donc, pour maintenant en arriver aux aides et aux subventions, comme vous le savez, en ce moment, on vit une période insolite, et le gouvernement a décidé de mettre l'accent sur la décarbonation des entreprises françaises. Et c'est une bonne chose, parce que ça permet de créer du mouvement, du dynamisme autour des projets de transition énergétique. Et ça vous permet surtout de bénéficier d'aide et d'accompagnement qui soient, je dirais en quelque sorte, pris en charge à une certaine hauteur par les institutions existantes. Alors, il y a des aides, des subventions qui sont plus répandues que d'autres. J'imagine que vous connaissez les certificats d'économie d'énergie, donc plus communément appelés les C2E. Le fonds chaleur, c'est une entité qui est gérée par l'ADEME.
la subvention décarbonation qui est là pour le coup complètement récente et qui date donc de novembre 2020 et qui pour le coup facilite les investissements et les aides à la réalisation, notamment sur la faisabilité des projets, ainsi que le projet tremplin pour la transition énergétique des PME. Donc là, c'est vraiment une aide spécifique destinée aux PME, mais qui aide beaucoup les PME pour lesquelles parfois il est plus dur d'aller chercher des lignes pour faire des investissements qui ont vocation écologique. Donc, trois catégories d'aides sont présentées. Il existe les aides à l'investissement, donc tout ce qui va être contribution à l'investissement dans des équipements plus performants avec de meilleures technologies, les prêts verts et les aides à la réalisation, donc les subventions d'études de faisabilité, la subvention qui est liée à de l'accompagnement à maîtrise d'ouvrage, donc de l'AMO. Il faut savoir que Elexia peut vous accompagner dans la recherche du bon modèle pour votre projet, c'est notre métier. Donc, à partir du moment où vous vous posez la question de mettre en place une action, nous, on peut vous aiguiller pour savoir si vous allez être éligible et on peut vous accompagner jusqu'à l'obtention de cette subvention, de cette aide. L'idée est de vous faciliter dans vos démarches d'économie d'énergie qui, comme nous le savons, peuvent être très chronophages quand il s'agit de solliciter des subventions. Donc maintenant, je vais vous parler de façon plus détaillée de à quoi correspondent les subventions. On va commencer par les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qu'on appelle aussi les fiches standardisées. Donc c'est un dispositif qui vise à l'incitation à l'efficacité énergétique via le versement de primes pour des travaux d'économie d'énergie. Donc, grâce aux fiches standardisées, ce sont des fiches sur lesquelles on va retrouver les prérequis qui vont ensuite vous permettre de déclencher le bénéfice de la prime. Et c'est assez simple, si vous répondez aux conditions qui sont énoncées textuellement de façon exhaustive sur la fiche, vous en bénéficiez aussi simplement. Concrètement, en fait, ce dispositif, il oblige les fournisseurs d'énergie, qu'on appelle aussi les obligés, à promouvoir l'efficacité énergétique auprès de leurs concurrents, auprès de leurs clients, qui sont les consommateurs d'énergie. Les C2E sont une source de financement, donc de façon, pour résumer un peu ce que je viens de dire, pour vous aider à financer vos travaux d'économie d'énergie. Ensuite, je pense qu'il est important de parler du fonds chaleur de l'ADEME, qui existe depuis 2009. Juste l'ADEME, au cas où, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Agence de la transition écologique, qui est une institution publique. Donc, le fonds chaleur participe au développement de la production renouvelable de chaleur en aidant financièrement le porteur du projet, donc ça peut être vous, dans l'investissement global de l'installation. C'est une aide qui peut couvrir de 20 à 40% de l'investissement. Alors, quand on est sur des montants à 100, 200 000 euros, ça a tout de suite du sens d'aller chercher ces subventions, même sur des montants moins importants. Ensuite, il existe les prêts verts qui sont notamment proposés par la BPI France, mais moi j'ai fait le choix de vous parler uniquement aujourd'hui du P2E, qui est le prêt éco-énergie. C'est un prêt en fait qui est assez intéressant parce qu'il permet de financer des équipements qui sont eux aussi éligibles au C2E. Donc on va pouvoir aller à la fois chercher chez les C2E une source de financement, grâce au prêt éco-énergie, pareil, chercher une nouvelle source de financement. Et surtout, l'intérêt, c'est de valoriser vos fonds propres. Donc, le prêt éco-énergie, c'est un financement de l'ingénierie qui est lié au projet, donc à hauteur maximum de 40% du montant global du prêt. Et il est aussi possible d'emprunter jusqu'à 500 000 euros sur une durée de 3 à 7 ans. Donc, ce sont des prêts courts qui vous permettent de rapidement vous dégager du prêt, tout simplement. Et en plus de ça, il y a vraiment quelque chose de sympa, c'est qu'il y a un différé d'amortissement qui peut aller jusqu'à 2 ans. Donc, ensuite, il existe d'autres dispositifs et j'ai choisi de vous parler des aides à la décision de l'ADEME. Donc, l'ADEME propose de financer une partie de l'ingénierie qui est nécessaire pour la réalisation de projets environnementaux énergétiques. Donc, deux types d'études sont identifiées. Il peut y avoir l'étude de diagnostic, comme un audit énergétique, par exemple. C'est une étude qui permet un état des lieux approfondi, que ce soit à caractère technique ou organisationnel. Donc, en fonction d'une étude, en fonction d'une situation, pardon. Par exemple, pour que ce soit un peu plus concret, dernièrement, j'ai accompagné un de mes clients qui est une PME qui n'est pas soumise à l'audit réglementaire, puisqu'évidemment, il y a cette notion-là, il faut toujours que ce soit volontariste.
Je l'ai accompagné à bénéficier d'une subvention de la part de l'ADEME pour réaliser l'audit énergétique. Et là, pour le coup, la subvention, elle est à hauteur de 60% du montant de l'étude. Donc, c'est vraiment super intéressant, c'est incitatif en fait. Et donc, quels sont les critères pour pouvoir en bénéficier? Il faut être une entreprise de moins de 250 salariés. Le taux de participation aux frais de 60% avec un plafond à 50 000 euros pour les études de diagnostic et 100 000 euros pour la phase d'AMO. Vous savez, je vous rassure, un audit énergétique, ce n'est pas 50 000 euros. Pour obtenir cette aide, l'entreprise doit justifier l'effet incitatif de l'aide. Autrement dit, c'est simplement que si l'aide n'avait pas existé, vous ne feriez pas cette démarche. Donc, concernant les offres d'ingénierie qui sont éligibles, évidemment, Helexia est tout à fait éligible sur ces sujets puisque nous sommes OPQBI, RGE, et donc nous accompagnons déjà nos clients en ce sens, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, à la fois dans la compréhension et dans l'obtention de ces aides. Donc ensuite, je voudrais terminer par le programme Pro-SMEN, et ça permettra à TA de faire la transition après. Donc, le programme Pro-SMEN, ça concerne donc l'incitation envers les entreprises pour déployer un système de management de l'énergie à travers la mise en place de la norme ISO 50001. Alors, cette aide, elle est géniale parce que c'est comme les C2E. Si vous cochez bien toutes les cases pour bénéficier de cette prime, eh bien, elle vous est versée tout simplement. Il suffit simplement d'être certifié par le bon organisme de certification. Donc, il y a une liste d'organismes de certification. Il faut juste aller piocher dans cette liste. Donc, la prime, elle est plafonnée à 40 000 euros hors taxe. Elle doit être égale à 20% des dépenses énergétiques annuelles des sites certifiés. Autant vous dire que chez quasiment tous mes clients, on est à ce niveau-là de prime, 40 000 euros. Généralement, les factures énergétiques sont assez élevées. Comme vous l'avez aussi précisé tout à l'heure, TA, donc petit tips, l'ISO 50001 vous dépense de l'audit réglementaire. Donc, ça vous dispense de la dépense récurrente tous les 4 ans relative à l'audit réglementaire. Et surtout, ça vous met dans une démarche d'amélioration continue. Et évidemment, chez Helexia, nous avons l'habitude d'accompagner nos clients vers la certification ISO 50001. Nous ne sommes pas les certificateurs, nous accompagnons vers la certification. Loïc, je te rends la parole. Merci beaucoup Yasmine pour toutes ces précisions sur les aides et subventions qu'il est possible donc d'obtenir. Avant de donner la parole à Ta justement sur ce dont tu nous parlais à la fin, l'ISO 50001, justement cette certification, je vais juste envoyer un petit sondage. Voilà. Voilà, il est envoyé. Je vous laisse y répondre quelques secondes et je donnerai la parole à Ta. Voilà, je vois que vous l'avez bien reçu. Je vous laisse y répondre. Ta, je te laisse la parole maintenant pour nous parler justement de cette norme ISO 50001, en quoi elle consiste et ce qu'elle peut apporter aux entreprises. On t'entend pardon, pas, Ta, oui, désolé, Ta, tu es coupé. Ton micro est coupé. OK. Du coup, on a parlé de l'audit énergétique et comment il permet aux grandes entreprises d'être conformes à la réglementation ou bien, comme a dit Yasmine tout à l'heure, de faire un premier pas vers la transition énergétique quand il est effectué de façon volontaire. Mais il demeure une photo à l'instant T de la situation et du parc énergétique du site, en fait. Pour répondre à un enjeu énergétique de plus en plus important et maîtriser efficacement et durablement ses dépenses énergétiques et capitaliser sur la réalisation de ces audits, il est nécessaire d'aller encore plus loin. Donc, la mise en œuvre d'un système dynamique ou d'un système de management d'énergie est une stratégie gagnante qui permet à la fois d'améliorer directement la compétitivité de l'entreprise, mais également d'anticiper les obligations réglementaires qui vont être de plus en plus contraignantes. Donc, si tu peux reprendre le graphe d'avant, s'il te plaît. Oui. OK. Donc, ici, on a une petite courbe qui schématise un peu la différence entre l'audit énergétique et l'ISO 50001. Donc, on a la performance énergétique et le temps sur l'axe des abscisses. Donc là, à l'instant T, on réalise un audit énergétique, si vous voyez un peu la petite flèche, et on met en place, suite à cet audit énergétique,
des actions d'amélioration de la performance énergétique. Donc, naturellement, avec le temps, notre performance énergétique, elle s'améliore. Et après, il va falloir mettre en place un système de management de l'énergie. C'est-à-dire que si on ne met pas un système de management de l'énergie qui va durer dans le temps, ben, naturellement, notre performance énergétique, elle va diminuer encore une fois. Alors que si on met une certification ISO 50001 aussi, qu'on s'engage dans une démarche de management de l'énergie conformément à la norme ISO 50001, ben, on va faire perdurer cette performance énergétique et on va quand même capitaliser encore mieux sur l'audit qu'on a réalisé. OK. Du coup, donc, comme je disais, la mise en place d'un système de management de l'énergie ou SME est une démarche globale qui permet de mesurer, de piloter et de contrôler durablement l'empreinte énergétique d'une entreprise en agissant sur plusieurs plans. Donc, on élabore une politique énergétique pour une utilisation plus efficace de l'énergie, on fixe des objectifs pour mettre en œuvre la politique sur la base d'indicateurs de performance énergétique. On s'appuie sur la revue énergétique qui n'est d'autre que l'audit énergétique qu'on a réalisé, mais adapté aux exigences de la norme. Donc, on s'appuie sur cette revue-là pour cerner les usages énergétiques significatifs, ou US, dont Mathilde a parlé juste avant, et définir un plan d'action. Donc, on définit une consommation de référence, ou ce qu'on appelle sur la version 2018 de la norme une situation énergétique de référence. Donc, on parle de l'année de référence, les consommations de référence, les indicateurs de performance de référence avec lesquels on va comparer pour les années suivantes. Et puis, on contrôle l'efficacité de la politique. Et bien sûr, c'est le cycle PDCA. On va boucler avec l'amélioration l'amélioration continue, en fait. Alors, du coup, pour ce qui est de l'accompagnement Helexia, donc chez Helexia, nous accompagnons le client à la mise en place d'un système de management de l'énergie, que ce soit à l'issue d'une préconisation de l'audit énergétique que nous avons déjà réalisé ou qu'un confrère a réalisé pour le client, ou d'une volonté du client même de s'engager dans une démarche énergétique et d'obtenir la certification. Donc, notre accompagnement se fait sur plusieurs jalons, donc, que vous voyez à votre droite, donc, qui sont rien d'autre que la dérivée du cycle PDCA sur lequel est basée la norme, donc, où nous faisons bénéficier donc, nos clients de notre expertise dans le domaine et nous leur proposons des outils que nous avons développés en interne et améliorés au fil des années et qui lui permettront d'abord de mieux s'imprégner de la norme, de mieux comprendre la norme et ensuite de répondre avec simplicité à ses exigences. Donc, avec à la fin de chaque jalon dont je vous ai parlé, un livrable sous forme de rapport d'évaluation où nous passons en revue tous les documents qui ont été créés par le client dans le but de s'aligner sur la norme. Donc, on parle du premier jalon, le jalon de cadrage. Donc, le jalon de cadrage, c'est là où on va faire une réunion de lancement, une revue du périmètre et du domaine d'application, une présentation de la norme à l'équipe projet ou à l'équipe énergie qui va, en fait, ce sont des ressources internes qui vont être chargées de mettre en place le système de management de l'énergie et on va cadrer le travail à réaliser et on va faire une édition du planning avec les jalons de passage. Puis le deuxième jalon, qui est le leadership. Dis-moi. On t'entend, Mel. Hein? Ça coupe. D'accord. Ouais, on n'a pas entendu le début de ta phrase, en fait, du jalon 2, en fait, voilà. Ok, bah, je reprends alors. Donc, vous m'entendez là, c'est tout bon? On t'entend bien. Merci beaucoup. Okay. Du coup, pour le deuxième jalon, je disais le jalon leadership et planification. On va aller adapter la revue énergétique en cohérence avec la politique et les objectifs. On va déterminer les usages énergétiques significatifs avec la façon dont a expliqué Mathilde juste avant. On va mettre en place le plan d'action. On va identifier les facteurs pertinents, les indicateurs de performance, etc. Donc, et on va faire ce même travail sur les 4 jalons et on va faire un point avec le client, lui rendre un livrable sous forme de rapport d'évaluation pour voir un peu s'il est vraiment aligné ou s'il y a des écarts avec la norme. Comme ça lui permettra de répondre à chaque fois, donc sous 4 jalons, aux exigences de la norme et faciliter après l'audit à blanc qu'on va réaliser ensemble avec le client et
l'accompagnement à l'audit de certification avec l'auditeur qui va certifier l'entreprise. OK, donc oui, on va parler là des bénéfices. Donc, comme pour les autres normes, vous le savez, comme pour les autres normes ISO de système de management, donc la certification ISO 50001 reste une possibilité, mais pas une obligation. Donc, certains utilisateurs décident de mettre en œuvre la norme simplement pour les avantages directs qu'elle procure, et d'autres font le choix d'aller vers la certification pour bénéficier de ces avantages. Donc, on parle là d'avantages environnementaux, c'est-à-dire qu'on va être reconnu comme acteur soucieux de ses impacts sur son environnement. On va parler aussi des bénéfices humains et sociaux. Donc, tout ce qui en fait, c'est un outil, ça va rester un outil d'implication et de management des équipes en interne. Bénéfices économiques, tout de suite après la première certification, on a un impact direct sur notre consommation d'énergie, donc une réduction des factures des années prochaines. Une anticipation réglementaire, comme a repris Yasmine aussi, c'est-à-dire que quand on est certifié ISO 50001, on est exempté de l'audit énergétique réglementaire, et puis un avantage concurrentiel, parce que c'est un facteur de compétitivité de plus en plus. On ne t'entend plus, Ouais, je ne comprends pas. c'est étrange. Non, mais t'inquiète pas, c'est juste la toute dernière phrase qu'on n'a pas entendue. On a Bah, très bien entendu. dites-le moi, je reprends au cas où. Donc, j'étais resté où? Avantage concurrentiel? C'est ça. Exactement. Ok, bah, du coup, je disais que c'était un facteur de compétitivité de plus en plus fort, parce qu'en fait, c'était un levier pour pouvoir dégager de la marge ou baisser les prix, être plus concurrentiel. Donc, voilà, il y a des exemples de clients qui ont été menés à la certification par leur client final. C'est-à-dire qu'il y a eu une exigence de son client final que l'entreprise soit certifiée ISO 50001 avant de pouvoir engager le travail ensemble. Si je peux me permettre, Taha, il y a sur le site d'Elexia des business cases, des cas clients concrets qui sont énoncés, et aussi si vous avez peut-être des questions ou des interrogations vis-à-vis de ce qui a pu être fait pour d'autres clients par Elexia, ben voilà, je vous invite à aller donc sur la page d'Elexia et de regarder cette page. Merci beaucoup, Taha. Maintenant, nous allons donc passer à la partie 2, donc la partie qui est après l'audit, la mise en œuvre du plan d'action. Et nous allons commencer donc par une discussion donc, entre Mathilde, Yasmine et Taha, qui parlera donc déjà de qu'est-ce que l'aide à la décision, dont nous venons de parler, ainsi que différents types d'accompagnement possibles par Elexia. Mathilde, Taha, Yasmine, un de vous voudrait commencer à prendre la parole? Moi, je vais commencer, si ça vous va, Mathilde et Taha. Vas-y. Merci beaucoup. Alors, en fait, là, on a parlé de l'audit énergétique. On s'est demandé qu'est-ce que c'était, comment est-ce qu'on le fait, est-ce qu'il y a des subventions qui existent pour réaliser l'audit énergétique ou pour aller plus loin, la mise en place d'un système de management de l'énergie, parce que forcément, dès qu'il y a une démarche d'audit énergétique, il y a une démarche de réduction d'économie d'énergie, donc il y a une démarche de système de management de l'énergie. Maintenant, on va voir surtout comment concrètement on met en œuvre les actions qui sont préconisées par nos auditeurs. Et je pense qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il y a un écho. Vous entendez un écho? Oui, je pense que Mathilde et Taha, et moi-même, on devrait tous couper notre micro. Je pense que ça réglera le problème. Merci. Désolée. C'est nous. Alors, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est peut-être faire un zoom sur comment on accompagne concrètement nos clients après l'audit énergétique, une fois qu'on est à la phase de restitution. Mais avant tout, il faudrait que vous sachiez vraiment quel est le spectre des activités d'Elexia. En fait, on intervient sur toute la chaîne de valeur d'un projet. Ça, Mathilde va vous l'expliquer après, mais si vous voulez, notre objectif, c'est que vous puissiez mettre le curseur là où vous le souhaitez par rapport à l'accompagnement dont vous avez besoin. Donc aujourd'hui, on fait un audit énergétique ensemble. Admettons qu'il y a une vingtaine d'actions qui ressortent. Ces actions sont priorisées en fonction du temps de retour sur investissement, parce qu'on est quand même dans une réalité économique.
Et qu'est-ce qui se passe? Donc, on va tout simplement vous faire plusieurs scénarios. Évidemment, les scénarios qu'on a appelés les quick wins dont on a parlé tout à l'heure, généralement, vous n'avez pas besoin d'accompagnement pour mettre en place ces actions. Ce sont des actions de régulation. Il y a bien un responsable maintenance, un responsable technique sur le site qui peut s'en occuper. Et puis, ça vaut quand même plus le coup qu'il s'en occupe que de faire intervenir un prestataire extérieur pour faire de la régulation. Alors, nous, on a vraiment une plus-value sur les actions peut-être qui demandent de l'étude supplémentaire, qui demandent la mise en place de schémas différents. Est-ce que peut-être, Mathilde, vous pouvez nous en dire plus sur tout ce qui est études ciblées, AMO, contrat de performance énergétique, même si on sait que Mathilde, juste après, tu vas nous parler de comment ça se passe en projet. Oui, tout à fait. Du coup, pendant un audit, on va chiffrer une action et le but, c'est qu'à la suite de l'audit, on puisse se dire comment on met en œuvre cette action. Donc pour ça, est-ce qu'on met en œuvre cette action en réalisant tout d'abord une étude ciblée ou alors on peut vous accompagner en mode conseil, en mode assistance à maîtrise d'ouvrage ou alors en un projet clé en main, vous ne vous occupez de rien, juste le projet sera livré donc à la fin. Ou alors on peut aussi vous accompagner sur un contrat de performance énergétique où là, c'est Helexia qui va réaliser l'investissement et on va se rémunérer sur les économies d'énergie. Et du coup, toutes ces différents types d'accompagnement, ça permet ça, non, je me suis perdue dans mon explication, pardon. Pas de souci, Mathilde, on te laisse reprendre. Ta question, du coup, Yasmine, c'était vraiment les types d'accompagnement qu'on pouvait proposer chez Helexia, c'est bien ça? C'est ça. Après, si tu as envie d'en dire plus ou moins, tu as le droit. Du coup, je vais passer à la partie pour vous présenter comment on peut mettre en œuvre un projet. Donc, j'ai parlé des différents types d'accompagnement. Je vais maintenant vous parler des différents types de projets sur lesquels on peut vous accompagner. Donc, généralement, dans les audits, donc, je vous ai parlé des types d'actions qu'on préconisait. Les types de projets sur lesquels on peut vous accompagner, ça va pouvoir être, par exemple, un relighting, un remplacement d'un système de chauffage ou la mise en place d'un système de management de l'énergie à travers l'installation de sous-compteurs ou l'installation d'une GTB. On peut aussi faire des campagnes de recherche de fuite d'air comprimé, par exemple. Et donc, du coup, avec Helexia, on peut vous accompagner sur toutes les étapes d'un projet, donc de l'avant-projet jusqu'à la réception, voire à la mise à jour de la feuille de route. Donc, la phase d'avant-projet, ça va constituer à réaliser des études techniques pour dimensionner correctement la solution et pour pouvoir ensuite rédiger un cahier des charges. On va pouvoir vous accompagner sur la consultation de fournisseurs. L'avantage, c'est que chez Helexia, on est indépendant, on n'est pas un fournisseur d'équipement. Du coup, on va pouvoir vraiment challenger différentes entreprises pour obtenir la meilleure solution techniquement et financièrement. Ensuite, on peut aussi vous accompagner, Yasmine en parlait tout à l'heure, sur la partie subvention qu'il faut faire en amont du projet. Et une fois qu'on a réalisé toute cette phase d'avant-projet, on peut passer à la phase travaux, où là, on va planifier le projet, réaliser des réunions de lancement et le suivi d'un projet. On arrive ensuite à la phase réception, donc les travaux sont terminés. On va pouvoir établir un procès-verbal de réception. En fonction du type de travaux, on peut faire intervenir un bureau de contrôle. Et on va également s'assurer de si réserves il y a, que ces réserves soient levées rapidement. Et enfin, une fois les travaux terminés, l'installation mise en route, etc., on va pouvoir valider les économies d'énergie que le projet a permis d'engendrer. Donc pour ça, on va pouvoir effectuer soit des mesures, donc les mesures avant, après, à travers, donc dans l'audit, on réalise des campagnes de mesures, mais aussi à travers des sous-compteurs ou les données des factures. Ça permet vraiment de savoir combien d'économies d'énergie on a pu réaliser. Et enfin, dernière étape, on peut mettre à jour la feuille de route et le plan d'action pour vraiment suivre la trajectoire énergétique du site. Du coup, cette étape, ça permet de aussi remettre dans l'ordre les priorités en termes d'action.
Merci beaucoup, Mathilde. Peut-être Yasmine, je vois que tu prends la parole, je te laisse, pardon, excuse-moi. T'en fais pas. Alors, du coup, en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, quand je parlais de mettre le curseur sur l'accompagnement que vous souhaitez, donc là, Mathilde, elle vient de vous indiquer les étapes d'un projet. Donc, concrètement, vous avez, je dirais, trois grosses étapes. L'étape avant-projet, l'étape exécution et puis l'étape réception. Hein. Eh bien, vous pouvez choisir d'avoir un accompagnement de la part d'Elexia, par exemple, uniquement sur la phase avant-projet ou bien uniquement sur la phase exécution ou bien uniquement sur la phase réception. Là, ça va dépendre des compétences que vous avez en interne, du temps que vous avez, puisqu'on sait tous que tout le monde est toujours sous l'eau. Du coup, là, ça va vraiment être le reflet de votre charge de travail, si vous souhaitez avoir un dossier sur lequel vous n'avez plus qu'à prendre une décision, puisque vous n'avez pas le temps de traiter tous les sujets. L'idée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement hyper personnalisé et de répondre à votre besoin uniquement, hein, pas de dire de vous proposer des choses alors que vous n'en avez pas besoin. Il n'y a aucun intérêt. Merci beaucoup, Yasmine, sur ces précisions. Et effectivement, il est important de le rappeler. Nous allons passer maintenant à la validation donc, des économies d'énergie, je vais y arriver, et des REX. Je te laisse la parole. Oui, justement, on va finir sur… On t'entend pas? Ouais, mais… Non, t'inquiète pas, là, ça va. Là, ça a l'air de bien marcher. va On va juste muter nos micros, je pense, que sinon… Mon micro n'était pas coupé. OK. Du coup, on va finir sur quelques chiffres. En fait, on a parlé d'audit énergétique. Donc, on a réalisé des audits énergétiques pour des clients, que ce soit du secteur industriel, donc dans plusieurs domaines, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire, automobile ou packaging, ou aussi du secteur tertiaire, donc que ce soit des bureaux, des centres commerciaux ou de la logistique. Et du coup, à la fin de chaque audit énergétique, donc, on sort un potentiel d'économie d'énergie qui… Excuse-moi, juste je me permets d'intervenir. En fait, je pense que dès que tu tournes un peu la tête, on entend moins bien. Voilà. Ah, OK. Ça peut t'aider à nous donner une meilleure Parfait, qualité. ça marche. Désolé, pardon. C'est un peu bizarre, mais on y va. OK. Du coup, j'allais finir sur le potentiel d'économie d'énergie qu'on détecte suite à l'audit énergétique. Donc, qui va varier entre 15 et 30% de la facture énergétique totale du site. Et puis voilà. Ok, merci Taha. Donc, comme vous pouvez le voir là, donc justement, Euromag, Bobcat, Guino, et si je n'écorche pas le nom de l'entreprise, Dédétriche, ça fait partie justement, comme tu le disais, d'une tranche entre 15 et 30% d'économie d'énergie en moyenne chez vos clients, si je comprends bien. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. On va maintenant passer donc à la question-réponse du chat. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment de nous les envoyer. Je vais juste reprendre la dernière question de Tanegui qui nous remerciait donc pour la réponse apportée par Mathilde. Il précise son cas. Pour un patrimoine d'environ 350 bâtiments en France, avec environ 5000 m² chacun, réglementairement parlant, que doit-il effectuer lors des audits énergétiques? Est-ce que cela doit concerner 80% de son parc? Alors, j'espère que j'ai bien compris la question et que je l'ai bien énoncée. Est-ce que Mathilde, Yasmine, vous pourriez répondre à cette question? Du coup, on a déjà eu le cas où on a des grands parcs immobiliers et du coup, on va réaliser des audits énergétiques non pas sur tous les bâtiments, mais sur un panel représentatif. Par exemple, par région, si on a les mêmes types de bâtiments, on va réaliser un audit sur l'un, etc. Je ne sais pas si c'est plus clair. Et après, les 80%, c'est vraiment sur la facture, pas sur le périmètre physique. Merci beaucoup, Mathilde. En fait, juste pour compléter, Loïc, en fait, il y a une procédure d'échantillonnage qui va nous permettre après en fait, de limiter un peu le scope, de l'audit. Et voilà, donc on ne va pas aller vraiment auditer tous les sites ou tout le parc immobilier, mais vraiment une petite partie via une procédure d'échantillonnage bien définie. Merci beaucoup, Taha, pour ces précisions. Je le rappelle, normalement, voilà, le numéro de téléphone et l'adresse mail du webinaire Elexia est affiché. Si vous avez des questions que vous n'avez pas envie de poser dans le chat, ce qu'on comprend tout à fait, n'hésitez pas donc à nous appeler ou nous envoyer un petit mail.
et nos équipes Energy Managers seront ravis de vous répondre. Je reprends donc les questions. Alors oui, effectivement, le webinaire, je le rappelle, sera disponible à l'issue de la fin de ce webinaire qui va bientôt prendre fin. Avant, j'avais une question pour Mathilde, Yasmine ou Taha concernant l'audit énergétique. Je vois qu'il y a beaucoup cette question qui était revenue dans les questions concernant donc les 80% du parc. Est-ce que cela doit concerner 80% des énergies utilisées par les entreprises ou 80% des actifs immobiliers? C'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, c'est vraiment sur la facture énergétique et pas sur le parc immobilier. On va prendre toutes les factures, toute énergie confondue, donc électricité, gaz, voir s'il faut intégrer le carburant dans certains cas. Très bien, merci. Eh bien, écoutez, je pense qu'on n'a plus de questions. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet, notamment en ce qui concerne l'audit énergétique. Et je le rappelle, la norme ISO 50001 qui est très importante pour plusieurs raisons et levier stratégique pour votre entreprise. Je vous remercie à tous pour votre attention, pour avoir été nombreux à être spectateurs aujourd'hui de notre nouveau webinaire Elexia sur l'audit énergétique. Le temps des questions maintenant réponses est terminé. Je vous remercie Mathilde, Yasmine et Taha d'avoir présenté justement ensemble qu'est-ce que l'audit énergétique et comment aller plus loin. Je vous laisse à tous un dernier mot. Mathilde, je te laisse commencer. Je te prends un peu par surprise, je le sens. Oui, je vais pas préparer ma sortie, mais du coup, merci à tous d'avoir été présents pour ce webinaire. Merci Mathilde. Yasmine, je te laisse conclure aussi. Moi, je fais une question qui vient d'arriver. C'est est-il possible de créer une collaboration sur l'audit énergétique? N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour en discuter plus amplement. Je le rappelle encore une fois, pardon, excuse-moi Yasmine, je te laisse terminer. J'allais dire sinon, merci à vous tous. Pour moi, c'était une première d'animer un webinaire et ça va, vous avez été super. Tu t'en es bien sorti aussi, je trouve. Je vous rappelle une dernière fois, désolé d'être un peu insistant là-dessus, mais voilà, que si vous avez des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre ou que vous voulez poser de façon anonyme et qu'on vous réponde le plus rapidement possible, n'hésitez pas donc à nous appeler ou à nous envoyer un mail. Taha, je te laisse conclure. À toi, je vous remercie aussi. Je te remercie, Loïc, d'avoir animé ce webinaire et je remercie tout le monde, Mathilde et Yasmine. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions sur le sujet ou si vous avez envie de collaborer. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci. On se retrouve bientôt pour une annonce d'un prochain webinaire. On n'a pas encore le thème de défini, mais ça devrait bientôt arriver. On vous enverra aussi le replay et le livre blanc à l'issue de ce webinaire le plus tôt possible. Et voilà, je vous remercie et à une prochaine pour un nouveau webinaire. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.